Le SI, c'est un petit peu la circulation sanguine de l'entreprise. On va dans ce chapitre rentrer dans ce que ça recouvre vraiment. On commence évidemment par la définition que tu dois savoir par cœur. Le système d'information, c'est un ensemble structuré de ressources matérielles, logicielles, humaines et organisationnelles dont la mission, c'est de collecter, traiter, stocker, diffuser et sécuriser les données de l'organisation. Et là, il faut que tu bloques bien sur deux mots, structuré et ressources. Structuré, ça veut dire que c'est pas juste un empilement de logiciels achetés au hasard au fil des années. Et ressources, ça veut dire que c'est pas que des ordis et des logiciels dedans, il y a aussi des humains et des règles d'organisation. Ensuite, le programme te demande de savoir classer les ressources du SI en 4 catégories et ces 4-là, elles marchent ensemble. Si une lâche, alors les 3 autres ne servent plus à rien. Première ressource, les ressources matérielles. Là, tu mets tout ce qui est concret. Les ordinateurs fixes, les portables, les tablettes, les smartphones, les scanners, les imprimantes, les serveurs, tout le câblage, les box et les bornes Wi-Fi et aussi les sauvegardes externes. Deuxième ressource, les ressources logicielles où là, tu as les systèmes d'exploitation, les applications métiers, le tableur, le progiciel de gestion intégrée, le fameux PGI, les antivirus, les pare-feux et les outils de sauvegarde. Troisième ressource, les données. Ça, c'est vraiment le carburant du SI. Tu mets dedans les fichiers clients, les factures, les écritures comptables, les stocks, les bulletins de paye, les historiques de navigation, tout ce qui circule dans l'organisation. Quatrième ressource, les procédures. Et ça, c'est la ressource que tout le monde oublie en examen alors qu'elle est clé. Les procédures, c'est toutes les règles du jeu. Qui saisit quoi, à quel moment on sauvegarde, qui a le droit de modifier une donnée, comment on archive, comment on réagit quand il y a un incident. Sans ces règles, même avec le meilleur matériel du monde, ton SI va produire des données fausses en quelques semaines. Après, il y a une autre manière de regarder le SI plus organisationnel, avec 3 composantes qui se répondent tout le temps. D'abord, la composante organisationnelle, où là, tu retrouves tout ce qui est rythme et procédure de sauvegarde, qui est responsable de la sécurité, le respect du RGPD et la planification de l'évolution du SI. Ensuite, la composante humaine. C'est tous les utilisateurs et les informaticiens avec des effectifs qui doivent être cohérents avec les besoins et un gros focus sur la formation et les bonnes pratiques numériques. Sans formation, même le meilleur outil est mal utilisé. Et enfin, la composante technologique. Là, tu as la partie matérielle, donc les postes, les serveurs, le câblage et la partie logicielle, donc les applications métiers, le PGI, les outils de sécurité qui doivent être bien mis à jour. Fais bien la différence entre le SI et le service informatique. Le service informatique, c'est juste un acteur du SI. Le SI, lui, traverse toute l'organisation et il touche tous les services. Et un SI, tu le juges pas sur ce qu'il coûte en machine, tu le juges sur ce qu'il fait circuler comme information. Petite astuce pour l'examen. Les 4 ressources répondent à la question « avec quoi ?» Avec quoi le SI fonctionne? Matériel, logiciel, données, procédures. Les 3 composantes, elles, répondent à « par qui ?» et selon quelles règles. En copie, tu cites le découpage que l'énoncé demande, pas les deux mélangés. Ensuite, ton SI, il ne fait pas juste stocker des trucs, il fait vivre la donnée tout au long d'un cycle, avec 5 fonctions qui s'enchaînent dans un ordre précis. Première fonction, collecter. Le SI sert à rien si tu l'alimentes pas. Les données peuvent venir de l'extérieur, genre les clients, les fournisseurs, de l'intérieur, par exemple une facture créée par le service commercial, ou des institutions comme l'administration fiscale, les banques et le droit du travail. Deuxième fonction, stocker. À chaque étape de traitement, tu as besoin de conserver les données quelque part. Par exemple, les données d'un devis sont stockées avant de devenir un bon de commande.
Et là-dedans, tu rajoutes la sauvegarde et l'archivage qui sont parfois imposés par la loi ou par contrat. Troisième fonction, traiter. Là, tu transformes la donnée pour qu'elle serve vraiment. Typiquement, un bon de commande devient un bon de livraison, puis une facture, puis une écriture comptable. Chaque information en crée une autre tout au long d'un processus. Quatrième fonction, diffuser. Une information n'a de valeur que si elle arrive au bon destinataire, au bon moment, avec un contenu fiable et par un canal sécurisé. Cinquième fonction, sécuriser. Ça, c'est une fonction transversale qui accompagne les 4 autres. Tu mets dedans les droits d'accès, le chiffrement, les sauvegardes, les mises à jour. Elle protège les autres fonctions du vol, de la perte et de l'altération. On voit ça avec un exemple. Le voyage d'une donnée chez un fabricant de mobilier. L'atelier Roseval fabrique du mobilier de bureau sur mesure. Le 4 mars, un architecte demande un devis pour 12 postes de travail. Collecte, le commercial saisit les données et le besoin dans l'outil de gestion commerciale. Stockage, le devis est enregistré, horodaté et rattaché à la fiche du prospect. Traitement, le devis accepté devient un bon de commande, puis l'ordre de fabrication, puis le bon de livraison, puis la facture, puis l'écriture comptable. Diffusion, l'atelier reçoit l'ordre de fabrication, le client reçoit sa facture et le cabinet comptable récupère l'écriture. Sécurisation, seul le responsable commercial peut modifier un prix de vente et l'atelier, lui, peut consulter mais pas écrire. Et là, tu vois le délire. Une seule saisie au départ alimente 6 documents différents. Ça, c'est exactement le rôle d'un récit structuré. Pour mémoriser l'ordre, pense à un colis. Tu le récupères, donc collecte, tu le poses en entrepôt, donc stockage, tu le prépares, traitement, tu le livres, diffusion, et tout le long, tu le protèges du vol, donc sécurisation. Après, t'as un autre truc que les sujets adorent piéger. La différence entre données, informations et connaissances. Tu peux les voir comme 3 étages. On monte, on ne redescend jamais. La donnée, c'est un élément brut, isolé, non interprété et non traité. L'information, c'est une donnée qui a été traitée, organisée, contextualisée et qui prend du sens pour un utilisateur. La connaissance, c'est quand un individu s'approprie l'information et ça lui permet d'analyser, de décider et d'agir. On va prendre un exemple. Tu as 18 400 licieux marchands. Pris comme ça, ce sont des données brutes. Si tu les organises pour dire le chiffre d'affaires du mois de mai réalisé par le commercial de la zone Normandie, là, tu as une information. Et quand tu te dis le commercial décroche, je révise son secteur et je fais évaluer sa commission, là, tu es au niveau de la connaissance. Parce que tu prends une décision à partir de l'information. Le passage donné vers l'information se fait grâce au traitement et au contexte. Le passage information vers connaissance se fait par l'humain. C'est l'humain qui s'approprie, interprète et décide. Une machine peut produire des informations, mais elle ne produit pas de la connaissance à ta place. Ensuite, d'où viennent les informations de l'organisation? Tu as 2 gros robinets entre guillemets. Tu as les sources externes, les enquêtes statistiques de l'INSEE, les études confiées à un cabinet de conseil, les réseaux sociaux, les sites web des concurrents, les données bancaires, etc. Tu as les sources internes, les documents de synthèse comme le bilan, le compte de résultat, l'annexe, le calcul de la TVA due, les bulletins de paye électroniques, les calculs de coûts et les budgets issus du contrôle de gestion. Ces informations internes, elles servent au service de l'entreprise, genre la comptabilité, le commercial ou la prod. Elles servent aussi aux partenaires économiques, donc les clients, les fournisseurs, les sous-traitants, et elles servent aux administrations, comme les impôts, l'URSSAF, la sécurité sociale. Et, point hyper important, qu'elle soit interne ou externe, une information doit respecter les mêmes critères de qualité. On va prendre un exemple pour montrer comment on passe de données brutes à du pilotage. La société Fontanelle assemble 4 gammes de savons solides vendus en distributeur automatique de gare. Les données brutes, c'est les charges enregistrées en comptabilité.
les quantités produites, les prix pratiqués. Ensuite, le traitement, c'est que ces charges sont affectées aux 4 gammes pour obtenir un coût de revient unitaire. L'information obtenue, c'est la marge dégagée par chaque gamme, gamme par gamme. Et là, la dirigeante voit que la gamme aux huiles essentielles dégage la marge la plus faible, donc elle relève son prix de vente. La connaissance naît de l'information. Petite astuce pour l'examen. Si l'élément se suffit à lui-même, sans commentaire, c'est une donnée. S'il répond à une question de gestion, c'est une information. S'il déclenche une décision, c'est de la connaissance. Ensuite, on attaque les critères de qualité d'une information. La qualité, c'est sa capacité à répondre aux besoins de l'organisation. Et derrière, ça impacte directement la qualité de la décision. Une décision ne vaut jamais plus que l'information qui la nourrit. Tu as 5 critères à connaître. Premier critère, l'accessibilité. L'information doit être disponible au bon moment pour le destinataire, respecter la législation et l'accès doit être sécurisé et cohérent avec les droits de chaque utilisateur. Deuxième critère, l'exactitude. Là, on parle de sources fiables, vérifiables, spécialisées, non déformées et adéquates. En interne, ça veut dire des informations produites par des personnels compétents. Troisième critère, l'actualité. L'information doit être à jour au moment où elle sert. Un tarif fournisseur de l'an dernier, il peut être exact, mais il est inutilisable aujourd'hui. Quatrième critère, la pertinence. L'information doit être judicieuse et utile pour éclairer la décision. Tu peux penser au calcul de coûts, aux données des documents de synthèse, au budget prévisionnel, mais à chaque fois, il faut que ce soit adapté aux problèmes de gestion posés. Cinquième critère, l'exhaustivité. L'information doit être complète par rapport aux besoins ciblés et disponible pour l'usage visé. Complète, ça ne veut pas dire énorme, ça veut dire qu'il ne manque rien d'important pour répondre aux besoins. Pour l'accessibilité sur un site web, on te donne une mesure concrète. On regarde le nombre de clics nécessaires pour atteindre l'information. C'est le taux de clic, le CTR. La norme admise, c'est simple, une accessibilité optimale, c'est 3 clics maximum depuis la page d'accueil. Attention à 2 pièges. Premier piège, ne confonds jamais exhaustivité et accumulation. Un tableau de bord avec 80 indicateurs n'est pas exhaustif, c'est illisible. Donc, pas pertinent. L'exhaustivité, tu l'évalues par rapport aux besoins exprimés, pas par rapport à tout ce que la base contient. Deuxième confusion. Une information peut être parfaitement exacte et totalement inutile si elle arrive après la décision. L'exactitude ne rattrape jamais un problème d'actualité. Quand on te demande d'apprécier la qualité d'une information, tu passes les 5 critères en revue dans ta tête et tu ne gardes que ceux qui posent problème dans ton énoncé. Le correcteur, il veut un diagnostic, pas que tu récites les 5 définitions. Et pour finir ce passage, on va parler du pilotage de la qualité et du coût de l'information. L'information, elle alimente la décision, elle déclenche l'action et elle sert aussi à répondre aux obligations légales. C'est une ressource clé, donc tu dois la contrôler. Une procédure, c'est l'ensemble des activités à réaliser pour atteindre un objectif. Là, l'objectif, c'est la qualité de l'information. Par exemple, dans le contexte, identifier l'émetteur et le destinataire des données, la procédure de contrôle, ça va être la gestion des droits d'accès. Tu dois définir qui peut collecter, créer, modifier ou supprimer. Tu prévois une mise à jour planifiée de ces droits à chaque départ, chaque embauche, chaque changement de poste. Et tu peux aussi utiliser la signature électronique et le chiffrement. Pour que l'information soit vraiment bien utilisée, il faut déjà voir où le système d'information galère. Donc là, tu vas faire un audit du SI pour repérer les failles. Typiquement, les saisies multiples, les logiciels qui ne se parlent pas, les utilisateurs pas formés, les mises à jour faites une fois tous les 3 ans, si tu appuies sur un référentiel de bonne pratique, genre le COBIT, pour structurer tout ça. Et si tu es sur un site marchand, attention à un truc tout bête mais clé, les CGV, il faut qu'elles soient bien visibles sur le site. Ensuite, tu as tout ce qui touche au risque sur la qualité. Là, l'idée, c'est de blinder un peu la chose. Tu mets à jour régulièrement les logiciels de sécurité,
tu vérifies la compatibilité des logiciels entre eux avant de choisir une nouvelle application, tu mets en place des interfaces et des échanges de données informatisés pour limiter les ressaisies, et puis tu peux aussi viser une certification ISO 9001 pour montrer que ton système qualité est carré. Et pour les sites partenaires, tu passes par un protocole HTTPS, histoire de sécuriser les échanges. Maintenant, on attaque le budget informatique. Alors le délire, c'est que, comme toutes les fonctions de l'organisation, le SI doit être performant, mais sans exploser les coûts. En gros, les entreprises mettent en moyenne entre 1 et 9% de leur chiffre d'affaires dans l'informatique. Et ce budget-là, tu le répartis entre 3 gros blocs. L'équipement et les logiciels, les services externes et le personnel. La formule de base à connaître, c'est que le budget informatique est égal au chiffre d'affaires multiplié par le taux d'effort informatique. On va se faire un exemple. Prenons la société Valombre, qui fait du négoce de matériel de sonorisation. Elle réalise un chiffre d'affaires de 4 800 000 € et elle consacre 6% de ce chiffre d'affaires à son informatique. Déjà, tu calcules le budget informatique global, 4 800 000 fois 6%, ça fait 288 000 €. Ensuite, on te donne la répartition, 55% pour l'équipement et le logiciel, 15% pour les services externes, 30% pour le personnel dédié. Donc, tu détailles. Équipement et logiciel, 288 000 fois 55%, ça fait 158 400 €. Services externes, 288 000 fois 15%, ça fait 43 200 €. Personnel dédié, 288 000 fois 30%, ça fait 86 400 €. Et puis derrière, tu fais ton petit contrôle pour voir si tout colle. 158 400 plus 43 200 plus 86 400, on arrive bien à nos 288 000. Donc là, nickel, le budget est entièrement réparti. Petite astuce d'examen. Garde en tête le fil rouge des procédures. Elles cherchent tout à supprimer la ressaisie. À chaque fois que tu vois interface, échange de données informatisées, progiciel intégré, le but c'est le même. Éviter qu'on ressaisisse la même information plusieurs fois, parce que chaque saisie en moins, c'est une erreur potentielle en moins. C'est vraiment ça le réflexe à avoir. Ensuite, tu as les 3 niveaux de contribution du SI. Opérationnel, tactique et stratégique. Le SI, c'est un vecteur de performance globale. Et c'est un peu la colonne vertébrale de l'entité. Autant en interne que vis-à-vis des clients, des fournisseurs et des administrateurs. Et ces rôles, tu les lis sur 3 horizons de temps. Au niveau opérationnel, le SI sert à faire tourner l'activité au quotidien. Donc là, tu penses sécurisation des échanges, câblage, interconnexion des entités, partage des applications et des données. Tu as aussi le SI nomade pour les commerciaux en clientèle et tout ce qui est procédure de résolution d'incidents. C'est le terrain le jour. Au niveau tactique, on est sur le pilotage à moyen terme. Le SI sert à alimenter les tableaux de bord, le suivi budgétaire, l'analyse des écarts, l'allocation des ressources entre services. C'est aussi là que tu vas gérer des choix comme l'achat d'un nouveau logiciel métier. On est sur l'exercice en cours, voire un petit peu plus, on n'est pas sur 10 ans non plus. Et au niveau stratégique, là, on est sur le long terme. Le SI sert à la stratégie globale et il s'aligne dessus. C'est jamais la stratégie qui s'aligne sur le SI, c'est toujours l'inverse. Par exemple, si l'entreprise décide de passer à une vente exclusivement en ligne ou d'acheter une filiale à l'étranger ou de faire une fusion, tout ça suppose un SI adapté et agile. Un SI agile, ça devient carrément un avantage concurrentiel. Ça permet d'absorber une croissance, d'intégrer une entité rachetée ou de changer de canal de vente sans devoir tout reconstruire dans l'organisation. En gros, ça te donne de la flexibilité sans tout casser. Dernière astuce d'examen, pour identifier le rôle du SI dans un cas pratique, regarde juste l'horizon de temps de la décision. Si c'est une décision pour le jour même, ou le fonctionnement quotidien, t'es dans l'opérationnel. Si ça concerne l'exercice en cours, le budget de l'année, la répartition des moyens, t'es en tactique. Et si on parle des 3 à 5 prochaines années, de fusion, de nouveaux marchés, de gros changements de modèles, là tu sais que tu es en stratégique.